Bonjour à tous et bienvenue dans ce 52e épisode des Tontons Golfeurs. Ça va les tontons? Ça va très bien, toi, mon Ah kéké? ouais, ça va et toi? Eh ben, écoute, fabuleux, hein, tu vois. Regarde, j'ai un nouveau petit tableau derrière moi dans cette chambre d'hôtel. Je suis Ah, au c'est un Maroc. Picasso, je connais ça. C'est Picasso au Maroc. C'est très, Et très réputé Pikachu. là-bas. Picasso. Et, bah ouais, écoutez, tout va bien, tout va bien. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un joueur du PGA Tour, Pas la notre chance, ami. c'est lui qui a la chance de se joindre à nous, d'accord? On va Ouais, partir de parce ce que principe-là déjà. ça, ça fait 2 ans qu'il nous demande de venir. Donc on lui a dit, écoute, fais quelques résultats déjà. Après, on en parlait. Envoie-nous un petit chèque parce qu'on a besoin aussi d'avoir d'aide. Donc faisons les choses dans l'ordre et après, tu viendras avec nous. Il a enfin réussi Comment à se va faire un chèque Comment de va 5 000 Adrien euros. Sadier? Bonjour Adrien Sadier. Bonjour Bonjour les Adrien Salut tontons. Sadier. Adrien. Moi, tu sais que Bon. dès que je suis avec vous, tout va bien. Moi, tu vois, Ah, ça, ça, arrête, ça va. égaye ma journée, tu vois. Bah, ça se voit, on est milieu d'hiver, t'es déjà en t-shirt, si ça continue un peu à monter en chaleur, tu vas commencer à l'enlever parce qu'on a besoin de vue, mec. Si tu peux l'enlever au bout d'un moment, ça va faire venir. Alors franchement, n'hésite pas. On va demander à ma femme si tu veux avant. Ouais, ouais, j'ai parlé avec elle déjà, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Bon, Bidou, tout va bien? T'es content d'être Bah avec nous? écoute, Nous, bah, on est très ravis de content. t'avoir en tout cas. Et puis tout va bien. On profite des fêtes en famille, hein. J'espère que vous aussi. Oui, parce Ouais, que alors cet parce que épisode c'était. est enregistré avant, bien évidemment, la date de sa sortie. On a encore du mal à faire le jour même et en direct. Donc là, pendant que les gens nous écouteront, tu seras du coup sur ton troisième tournoi de l'année sur le PGA Tour, Après deux puisque victoires. tu donc avec déjà 2 victoires au compteur, on espère. Et donc là, on enregistre, voilà, entre les fêtes, parce que tu es quelqu'un désormais de très pris, et nous Je suis aussi. très busy. Je suis très busy. Très, Non, très mais, busy. Tu t'es mis à l'anglais déjà, t'es bilingue. non, mais en plus de ça, tu te mets un peu de pression parce que toutes les personnes qui sont passées ici font top 10 ou gagnent la semaine d'après. Donc, enfin, le tournoi d'après. Donc du coup, ça va être une grosse entrée en matière dès le premier Faut que je, tournoi. faut que je garde la dynamique alors. Exactement. Ah ouais, ne gâche pas tout, hein, s'il te plaît. On a une réputation à tenir. Avant tout ça, on se fait un petit mot. Donc, un grand merci à Callaway pour toute. Ah, mais c'est pas Callaway que je le fais d'habitude. Un grand merci à Wally Clubmaker pour son soutien tout au long de l'année. Un grand merci à toute l'équipe. Et puis voilà. Voilà. Un grand merci, nous également, à Callaway et Odyssée présents depuis le début de cette aventure. N'hésitez pas à les retrouver l'intégralité de leur gamme sur le site internet ou dans vos meilleurs shops favoris. Et un grand merci à Golf Planet Média 100% gratuit et 100% digital. Vous pouvez télécharger l'application et vous inscrire à la newsletter pour être au courant de toutes les infos du golf français, du golf mondial, des tontons golfeurs et bien sûr de notre invité du jour, Adrien Sadier. Bon, Adrien, bon, ça fait à peu près, à chaque fois j'ai l'impression de nous vieillir, mais ça doit faire quasiment 20 ans qu'on se connaît, voire avec Seb, vous connaissez encore plus longtemps parce que vous étiez Ouais, dans la mais même c'était pas ligue. les meilleures années d'Adrien, donc ça compte pas. Alors, on n'a pas mis les photos. On mettra un lien avec les photos d'Adrien On de n'a pas les l'époque. J'ai des photos photos, avec le j'ai des podium. photos de Seb aussi, tu sais. Ouais, et je T'inquiète pense pas. que Seb, tu fais pas le malin, ouais. Ouais, de toute façon, on se tient tous par Avec le les couilles, t-shirt hein. jaune poussin, avec le t-shirt jaune poussin, Ah bah le on jaune l'a poussin tous vu. obligatoire, qui nous faisait Celui-là, rêver celui-là, étant gamin et celui-là, il plus on nous a fait mal grandissait, quand même, hein. ouais, plus on grandissait, plus c'était terrible. C'était Ah, ça terrible. devait pas choper beaucoup, hein. Donc pourquoi? Parce qu'Adrien, tu viens de la Ligue Rhône-Alpes, et c'est vrai que moi aussi, 3 ans de moins que moi. Donc tu es de 92, toi. Tout à Euh, fait, Sébastien. excellent, du 15 mai. Du Du 15 15 mai mai, mais même, dis tu donc, vois, j'ai regardé. tu connais ma date d'anniversaire, mais tu m'envoies jamais de cadeau, c'est sympa, hein. Ouais. Je n'ai pas de Non, non, réponse. 3 kg 37, un mardi. Euh, Non, parce que tu nous viens d'une région qui te tient à cœur. Tu nous diras peut-être plus tard si tu vas la quitter pour le PGA Tour ou pas, pour les États-Unis, mais tu viens de la Haute-Savoie, enfin de la Savoie, quoi. De la yacht. Ouais, de la Savoie. Non, pas de la Savoie. Non, ça n'existe pas, ça. ouais, tu viens de Lyon, quoi. Bon, ouais, Saint-Étienne. Oh là, ça va Tu mal vas finir commencer à cette avoir des histoire, hein. problèmes, toi, par contre. Il a Donc, tu viens de contracté le Savoie, biceps. Il a c'est là où contracté le tu as biceps commencé. l'année dernière. C'est là où tu as commencé. Tu as remis en plus une petite vidéo hyper sympa sur tes réseaux
il n'y a pas longtemps avec un grand sourire pendant que tu tapais des balles au Golf d'Ezri, là où tu as commencé à 4 ans. Euh, Rapidement, c'est vrai que là pour l'instant on part un peu dans tous les sens. Rapidement, présente-toi un tout petit peu, aussi bien bah, toi que le golfeur, et comment t'en es arrivé jusqu'à du coup fin 2013 pour ton passage pro. Bah écoute, ouais, donc moi je viens du golfe d'Ezri, donc j'ai jamais bougé, hein. Ça fait donc 30 ans que je suis dans ce club. Comment j'en suis arrivé à être golfeur pro? Bah j'ai un peu comme tous les petits gamins, quoi. J'ai touché à tout jeune, je faisais du tennis, du foot, et c'est vrai que le golf a pris un peu plus de place, même si j'ai suivi un lycée dans un cursus scolaire assez normal où je pouvais jouer que le mercredi après, mais les week-ends. Et ensuite, à partir de 18 ans, j'ai rejoint un sport-études à Aix-les-Bains, ce fameux golf d'Aix-les-Bains. Et du coup, là, j'avais toutes mes après-midi de libre. Et c'est à partir de là où j'ai commencé un peu à mieux jouer. Et forcément, ben, j'ai essayé de tenter ma chance J'avais déjà tenté ma chance en 2012 sans succès. Et puis en 2013 où ça a passé. Donc voilà un peu, c'était un chemin un peu classique d'un enfant qui touchait à tous les sports et qui en a choisi un, quoi. Donc rien d'extraordinaire jusque-là. Et après, la Oui, c'est carrière vrai, rien pro. d'extraordinaire, parce que quand tu es passé pro, tu étais numéro un français, sixième européen, dixième mondial, il n'y a rien de. Non, mais Adrien est très Non, alors je humble. Comme disais on le rien voit, déjà, il est d'extraordinaire très humble. jusqu'à mes 18 ans. Voilà, jusqu'à mes 18 ans, rien d'extraordinaire parce que je suivais un cursus tout à fait normal où j'avais pas vraiment le temps. Voilà, même un certain Antoine Schwartz m'a battu lors d'un huitième de finale de championnat de France, tu vois, donc rien Quelle d'extraordinaire. merde! Ça faillit Eh être la ouais, fin. ouais. En fait, Ouais, si vous avez j'ai aussi remarqué, battu Victor Dubuisson au championnat de France minime, il faut le dire aussi. Donc, il y a un moment, il faut parler de ce palmarès, les gars. Et il ouais, faut enfin, avoir été battu. pour perdre contre Sébastien Gros au tour d'après, super. Non, mais ça, on s'en fout, ça. Ça, c'est pas le plus important. Ça, c'est les Nous, on n'invite victoires. que les gens qu'on a battus, ça nous fait du bien. Non, et puis après, bah, c'est vrai que Donc, ça a ouais, pris un petit coup de boost, comme tu dis, sur mes 3 années avec Clément, ça a pris un petit coup de boost parce que forcément, je m'entraînais tous les jours. Quand tu commences à t'entraîner tous les jours, voilà, tu joues de mieux en mieux. Quand tu joues plus de tournois aussi à l'international, tu vois plus de bons joueurs et voilà, les choses se sont fait dans ce bon sens-là, quoi. J'ai des remontées d'alcool à chaque fois que tu dis Aix-les-Bains. C'est marrant. J'ai des remontées de rosé. et que c'est Bon, ben, les internationaux de Savoie que tu as gagné, que tu as ouais. pulvérisé même en 2022. Mm. Ah, Avec, tournoi où il faut rappeler on se retrouvait tous les ans avec Adrien, avec Seb. Il y avait aussi notre ami, notre ami Greg Casal qui Notre nous ami écoutera Greg, sûrement il y avait que Jean Desplat. ah, et Jean les gens Desplat des plats, aussi. ouais. Ah, tout cela qu'on salue, on les salue tous. Mais c'est vrai que c'était des bons moments, on se marrait bien. On se Ah marrait là, bien. Donc, c'était un Grand c'était Prix le de genre Je de m'en Saguenay. sou- semaine, hein. je m'en souviens pas très C'était bien, mais apparemment c'était ça. c'était la Biarritz Cup d'altitude. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui veulent une image, quoi. Donc, du coup, tu gagnes tes belles lignes de palmarès justement chez les amateurs. On peut parler du coup de. Tu as gagné les internationaux de Suisse qui t'avaient permis de te qualifier à Cran. Ouais, Euh, bah ça, j'ai gagné en 2012, ouais, 2 semaines avant les internationaux de Savoie. ouais. Tu as gagné. J'ai, Tu as gagné du coup, bon, nous on appelle ça les internationaux de Savoie, mais c'est le Grand Prix d'Excellence. C'était un Grand Prix qui nous faisait un peu rêver quand on était gamin et qui, honnêtement, c'était quelque chose de très sympa à l'époque, hein. bah, C'est dommage que, Le Grand Prix auquel on s'identifiait quand on était gamin. Il y avait des mecs qui faisaient sous le par sur 3 jours. C'était le seul Grand Prix sur 3 jours qu'on avait dans la région. Et il y avait tous les meilleurs joueurs de la région qui venaient jouer. En fait, quand tu étais gamin, c'était énorme le Grand Prix d'Aix-les-Bains pour nous, hein, bien sûr. ouais, Sans ouais, pour dénigrer le nous, c'était tournoi, énorme à il est l'époque. quoi? Il est Maintenant, devenu c'est, moins prestigieux, Ouais, moins beaucoup moins qualitatif? prestigieux, mais à l'époque, c'était, pour ceux qui se Mais souviennent des anciennes catégories de Grand Prix, c'était catégorie 7. Il y avait, nous, on avait voilà, des joueurs qui jouaient en dessous du par sur 3 jours. C'était un beau Grand Prix, hein. il y avait des grands joueurs parisiens qui descendaient en plus pour l'occasion. Ouais, mais avant 2010. Mais non, mais c'est vrai que ces tournois, tous ces tournois qui nous faisaient un peu rêver, gamins, avec la Mouchi, avec la Murat, enfin tous ces tournois-là, je trouve Vainqueur Murat, qu'ils Adrien, se, d'ailleurs. ah, ouais,
Tous ces tournois qui sont un peu perdus, qui sont un peu moins prestigieux, en tout cas qui sont plus du tout dans la tête des jeunes de nos jours, Mais parce qu'il y a trop de tournois aux États-Unis. ouais, Vu que tous les jeunes vont jouer aux États-Unis, ben, du coup, en fait, ouais, ces tournois, t'as que des moins de 18 ans. En fait, c'est devenu des tournois moins de 18 ans. ouais. Moi, C'est j'avais c'est un peu souvenir dommage. que on considérait la Mouchi comme notre Augusta à nous, quoi. Ouais, C'était c'est ça, Ouais, c'était c'est le notre petit championnat de France de Masters. Ouais. stroke play, en fait. Ouais. C'était ouais, le championnat de c'était France de la stroke même play. période de l'année. On jouait ce parcours qui était magnifique, super bien entretenu, et c'est Ah vrai ouais, que les c'était choses vraiment ont un petit changé, master quoi. Fontainebleau, Fontainebleau, vraiment petit parcours magnifique qui pouvait nous faire penser au mois d'avril de jouer le Masters. C'est vrai que c'était assez rare. Ouais, tout ça, c'est vrai que maintenant, les jeunes, la mouchi, ouais, ils le mettent même pas au calendrier, quoi. Non, mais ça a Les meilleurs. ça a plus de valeur parce qu'ils sont en fait même pas là. Les meilleurs Français Ah ouais, ils sont aux sont aux US, États-Unis. ouais. Tu vas pas faire la. Enfin, nous, on l'aurait fait tellement on aimait la mouchi, mais toi, tu vas pas faire Ouais, l'aller-retour en billet d'avion pour juste jouer la mouchi. Sachant ouais, que pendant ce non, c'est temps-là, tu sûr. fais un tournoi à l'autre bout des États-Unis avec les meilleurs joueurs des États-Unis, voire du monde. Bah, ça, au final, ça tourne à avoir plus de valeur que la mouchi. C'est sûr. Malheureusement. Il faudrait qu'on remette la mouchi, mais pour les plus de 35 ans. Ouais, le Mouchi Ah, plus à de 30, mid-amateur. pardon. Adrien, il n'a pas encore plus de 35. Bon, Donc, particularité, passage pro, du coup, en 2014? 2013, fin juillet 2013, ouais. 2013, ouais. Et particularité, c'est que bah, tu t'es dit, je monte direct sur le tour, je vais pas m'emmerder. Aller jouer les autres circuits comme tout le monde. Je vais me dire, bon voilà, moi, je vais aller jouer là-bas, ça a l'air sympa. J'ai vu de la lumière, j'y suis allé. Donc ça, raconte-nous un petit peu ça, du coup, ce passage pro qui se déroule, bah, on va dire, comme tout le monde aimerait que ça se déroule. Et comment tu te sens, comment c'est d'arriver directement? Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu sens que tu as l'impression d'avoir un peu brûlé des étapes ou tu te sens opérationnel et dispo pour cette première année? Bah, donc, du coup, je passe pro en juillet 2013 et grâce à la Fédé, j'ai 4 invites sur le Challenge Tour pour un peu, entre guillemets, me mettre en jambe. Ou en plus, je crois que je fais un top 5 à Play 9. Donc, et après, t'es bah, quatrième en septembre, à neuf. Quatrième, tu fais même. quatrième, très Ouais. beau. Et du coup, bah, après, je fais les cartes où tout se passe bien jusqu'à la fin. Je finis cinquième de la finale. Donc, du coup, ça m'ouvre quand même pas mal de tournois de début d'année parce que je suis quand même rentré à Abu Dhabi, ce qui est quand même assez lunaire quand on voit maintenant les entrées listes. Et est-ce que je me sentais prêt? Je sais pas, parce qu'au début, tu joues les tournois en Afrique du Sud, qui sont quand même des parcours assez similaires de ce que tu peux jouer en tant qu'amateur, quoi. C'était pas des gros parcours non plus. Je crois que j'avais fait un top 10 d'ailleurs. Mais j'ai pris une claque en arrivant à Abu Dhabi parce que déjà, mon voisin de vestiaire, c'est Montgomery, déjà. Tu vois, Ouais. tout de suite, ça te met une petite claque. Tu croises Rory, Keimer. Et donc, je sais que le premier jour, je fais dans le parc, je crois, le premier jour, mais plutôt content, tu vois. Gros parcours et tout. Et je sais plus à qui je parle au practice, si c'est genre Benoît ou l'église. Et il me dit, ça s'est bien passé. Je fais, voilà, ça s'est bien passé. J'ai fait dans le parc. Il fait, ah ouais, pas terrible quand même, hein. Alors que tu avais déjà Keimer à -8, Rory à -7. Et là, j'ai pris une claque quand même, puisque je me suis dit, c'était quand même des mecs d'une autre planète à ce moment-là. Et la première année a été, il y a eu du bon comme du moins bon, mais j'étais pas assez bien armé à cette époque-là pour figurer, enfin pour garder la carte en tout cas, quoi. Tu te sentais pas à ta place, on peut dire, ou rien à voir avec ça? Je sais pas si c'était ça, parce que je trouvais que déjà il y avait le clan français qui permettait quand même d'être bien accueillis. Je m'en souviens que les Havrais, les Jacquelin étaient super sympas comme ils ont été avec tout le reste derrière. Et du coup, chaque semaine était vraiment plaisante à jouer avec tout le clan français. Mais après, là, il y avait une très grande différence. J'ai fait un écart de niveau énorme entre le monde amateur et le monde pro, quoi. Quand tu vois des mecs qui ont 8-10 ans de plus que toi, qui connaissent les parcours, qui connaissent l'environnement, voilà, quoi. Ils étaient 1000 fois plus forts que moi à l'époque, quoi.
Non, mais après, il Ouais, faut savoir, parce que t'es pas le premier à le dire, c'est-à-dire que quand tu es un néo-pro et effectivement que tu montes sur le tour, il faut parler entre guillemets de ces vétérans, de Raph, de Greg Avray, voilà, j'en oublie peut-être certains, qui vous accueillent vraiment les bras ouverts, quoi. Vous êtes tous une famille, on est certes concurrents sur le papier, mais il y a une vraie atmosphère familiale entre nations qui se fait. Et c'est quand même quelque chose d'agréable parce que, comme tu dis, tu arrives dans un monde où effectivement tu ne connais absolument rien. Tu es arrivé du milieu amateur au plus haut niveau professionnel sur le Tour européen et tu as des personnes qui sont là pour t'aider, pour t'accueillir. Et je trouve que cette solidarité, elle est quand même géniale parce que je ne pense pas que c'est comme ça dans tous les sports. Et là, c'est vrai que vous faites souvent des dîners ensemble le soir. C'est rare que quelqu'un décide de se mettre que de son côté. Il y a toujours, mais non, mais attends, viens, on va dîner ensemble, on va boire un verre, enfin, boire un coca, hein, pas trop l'alcool. Et je trouve que c'est ça, ça c'est le qui est assez PGA Tour, ça. sympa. Ça, c'est le PGA. Ouais, peut-être que l'ambiance sur le PGA Tour est un peu différente. Peut-être que bah, tu as forcément moins de Français qui y sont. Donc, tu vas retrouver qui? Tu vas retrouver peut-être un Bah, petit peu Mathieu. Thérèse, Bah, Mathieu. Et Mathieu. puis voilà, ça va être qu'une famille où vous êtes que trois régulièrement. Donc, c'est vrai que l'ambiance risque d'être un petit peu différente, c'est certain. Dis-moi, t'as raté un chapitre sur Victor Pérez, non? Ouais, pourquoi? Ouais, Non, parce oui, que, ouais, excusez-moi. Alors, j'ai un peu bu la veille, je vous avouerai, je me suis couché à 2 heures du mat, donc j'ai pas toutes mes capacités réflectuelles. Oui, c'est ça, il est passé sur le Challenge sur Tour, le sur livre, l'Angleterre ouais. Tanner, c'est ça. Ah oui, oui, c'est pour ça, je me disais bien. Non, voilà. Non, non, Ouais, et attends, oui. et sur le PGA Tour, ouais, il y a qui? Il y a que Bah, Mathieu ou il y a que Mathieu, ouais. Bon, après, ça va ouais, aller, ça, personne. parce que vous vous entendez un tout petit peu bien, quand même. Ouais, bah, tu vois, c'est comme toi et moi, ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc ça devrait bien se passer entre lui et moi. Non, mais toi, tu veux plus me rejoindre sur Change Tour. Il s'est laissé un peu de marge, là. Ouais, là, ça a pris une autre direction. Euh, alors moi, je vais mettre les pieds dans le vif du sujet, parce qu'il y a eu un Mhm. avant et un après Covid pour toi. On va faire un grand pas Ouais. vers l'avant, parce que là, on va du coup, on était encore sur Fais un les résumé débuts. de 2013-2020, fais un résumé de à peu près de ce qui se passe, quand même. Ouais, complètement. Donc 2013 à 2020. Donc du coup, donc déjà depuis 2013, tu n'as jamais arrêté d'être ce qu'on appelle European Tour Member. Donc tu as toujours une catégorie de jeu sur le Tour européen, plus ou moins suffisante pour pouvoir jouer des tournois. À ce jour, tu en as joué 213, mais tu en as joué aussi 118 sur le Challenge Tour. Euh, donc de 2013 à 2020, ça a beaucoup ressemblé à un espèce de yo-yo. Tu faisais partie de ces joueurs qui semblaient trop forts pour le Challenge Tour et pas assez pour le Tour. Tu sais, tu t'en as sûrement qui te viennent en tête, des joueurs qui ont fait ça presque un peu toute leur carrière sans que forcément il se passe un truc après. Euh, Tu as fini au mieux jusqu'en 2020, tu as fini au mieux, enfin jusqu'à l'année 2020, exclu 2020. J'ai remarqué que tu avais fini 117e au mieux de la race. Donc, est-ce que c'était une année, je sais plus, c'était 2018 peut-être ou 2017 ou peut-être même avant, mais en tout cas, est-ce Mhm. que c'était une année là où ça t'a permis de garder la carte ou pas, selon les yo-yo là, des joueurs affiliés et compagnie, je ne sais plus. Donc non, donc tu n'avais pas gardé la carte de 2013 jusqu'à 2020. Tu as fini deux fois dans le top 20 du Mhm. Challenge Tour, par contre, en gagnant une fois à la Gomera en 2016. Euh, Ouais. et ça, donc, un profil de joueur à faire le yo-yo, trop fort pour le Challenge Tour, pas assez fort pour le Tour. Et depuis 2020, par contre, bah, ça ne fait que progresser. Ça a fait, bon, 2020 était une année un peu spéciale quand même, mais tu as fait top 100 du Tour européen. 2 années en progressant ensuite, encore, en gardant la carte. Et en plus de ça, en finissant, voilà, en améliorant son classement, parce que 87e, je crois, en 2021 ou 2023. 22, et ensuite 2023. 60 et 64 ou quelque chose comme ça. Et là, tu fais 9e de la race cette année. Avant d'arriver vraiment sur cette saison dont on va parler, qui quand même, je pense, a un goût un petit peu plus sucré que les autres, Mhm. euh, j'aimerais que tu nous parles de toute cette période, ce stretch de 7-8 ans, là où, avec des énormes pincettes, tu sais ce que j'en pense et tu sais que je connais quand même aussi ce milieu-là, avec, avec, il se passe pas grand-chose parce que bah, c'est bien sur le Challenge Tour, mais c'est pas bien sur le Tour européen et on sait très bien que tu n'étais pas là pour performer sur le Challenge Tour. Tu voulais performer sur le Tour européen et tu te cognais à un plafond de verre peut-être. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur cette période justement pour la comprendre un peu mieux?
Bah déjà, le truc qu'il faut comprendre, c'est que ma coach de toujours, Sabine Etchevers, qui m'a quadrillé aux cartes en 2013, est tombée gravement malade en 2014. Donc j'ai déjà fait 2014 sans coach, pratiquement, où j'arrivais à voir Sabine de temps en temps à Esri quand elle arrivait un peu à tenir debout. Et du coup, en 2015, j'ai décidé d'aller voir Benoît du Colombier, qui connaissait Sabine, voilà, je connaissais Benoît forcément depuis ma première année sur le tour. Et là, on a eu un très gros chantier, très très gros chantier technique. Et c'est pour ça que tu vois que 2015, il s'est pas passé grand-chose dans mes résultats. Lui, il te racontera toujours ce tournoi au Danemark où il est venu me voir. Je crois que tu l'avais joué, Seb. Royal Copenhagen 2015? Ouais, il m'a essuyé 9 trous, j'avais mis 9 provisoires. Tu vois déjà. Pour te situer où j'en étais en 2015. Et Ouais, après, c'était stretch. Après, le parcours était très, très stretch. merci, ça fait plaisir. Et donc, 2015, compliqué. Et je garde néanmoins une toute petite catégorie sur le Challenge Tour où là, bah, forcément, le travail commence à un peu se mettre Je en peux te place. couper quand même, je peux te couper deux Mais, secondes sur mais tu comment peux me tu te couper quand sens. tu veux, Kevin. Parce que je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent. On parle de donc tes joueurs sur le tour européen, tu changes de coach et tu n'arrives plus à prendre un fairway ou tu n'arrives plus en tout cas à jouer, développer ton jeu pendant quasiment une saison. Tu es dans quel état? Tu es sur une remise en question? Tu fais confiance? Tu sais où tu vas? Comment tu arrives à à opérer un changement comme ça? Il t'a prouvé par A plus B que ce que tu faisais, ça pourrait pas fonctionner plus tard. Enfin, comment ça se passe pour un joueur de ton niveau arriver à accepter de changer comme ça? Alors oui, il m'a prouvé par plusieurs raisons que mon système actuel ne pouvait pas me permettre d'aller plus haut. Mhm. Et donc Tu peux dire, après, c'était quoi? C'était quoi? C'était au niveau de la trajectoire? C'était au niveau de quoi qui. non, j'avais un grip de la main gauche très faible et j'avais une Il a face pas de dû club aimer un ça. peu. Non, il a pas aimé direct. Et j'avais en plus une face un peu Ouverte. ouverte à l'adresse, donc j'avançais pas en Orienté à cachot. droite. Voilà, orienté à droite. Et donc du coup, ça forcément, Et sachant ça que avait beaucoup de limites. je me souviens Parce aussi que que- quand tu étais jeune, ils mettaient des stations météo sur tes balles parce que ça allait tellement haut dans l'atmosphère que ça prenait tout un tas de données que les avions ne pouvaient pas prendre. Après, tu loupais pas un shot, tu mettais que des traits. Ouais, mais bon, après, ça avait ses limites, quoi. J'arrivais pas à faire une Ouais. trajectoire, j'arrivais pas, comme disait Seb, à faire une balle basse. Donc forcément, mon premier Open d'Écosse, il a été très très court, hein. Deux tours et puis ils s'en vont. Donc voilà, je m'en sortais sur des parcours soft avec pas de vent. Et donc, on a décidé de changer 2015. Ça a été forcément très compliqué parce qu'il m'a remis une face square avec un grip plus fort. Donc là, j'ai ouvert l'animalerie des serpents pendant un an, le snake. Ouais, là, c'est la double punition, ça. La face plus le grip, là, c'est pied gauche. On appelle ça la Jeff Luquin dans le milieu. Rafael Nadal. Et donc voilà quoi, ça a pris du temps, mais après chaque année j'arrivais un petit peu à améliorer ça. 2016 j'ai connu ma première victoire sur le Challenge Tour. Je suis monté en 2017 et après on a eu pour un peu couper court et arriver vers 2020-2021, on a eu une discussion à un hiver où je lui ai dit qu'il fallait que on change un peu tout mon jeu parce que j'étais bloqué que sur un fade et que j'arrivais toujours pas à sortir toutes les trajectoires que pouvaient me demander les parcours du tour. Euh, voilà, quand on va jouer Grand Montana, il y a quand même pas mal de draws à taper. Quand on va jouer les links, faut mettre la balle à 2 mètres du sol. Donc tout ça, j'étais assez limité. Et à partir de 2020, on a un peu oublié la technique. Et dès qu'on allait, on a fait. Maintenant, dès qu'on se voit, on fait pratiquement genre une demi-heure de practice en voyant les bases si elles sont là, le grip, posture, alignement, et après on va direct sur le parcours où je lui dis voilà, j'ai besoin de taper shot, ce shot-là, j'y arrive pas,
ce chip-là, je le réussis une fois sur trois, et donc on fait que ça. Maintenant, on fait que du parcours, des mises en situation, et c'est pour ça que mon jeu s'est bien développé ces dernières années, en fait. Ouais, ça t'a permis de faire vraiment l'application parcours et du coup te sentir, on va dire, prêt à pouvoir le faire sur le parcours en compétition sur les tournois du Tour et de beaucoup moins en fait taper des lignes au practice, quoi. Ouais, bah voilà, je passais beaucoup de temps en practice, beaucoup de temps avec une caméra à mon cul pour vérifier que tout était nickel, parce que mon plus gros défaut, c'est d'avoir le club qui démarrait un peu intérieur, et donc ça, on l'a un peu mis de côté. Il est toujours un petit peu dedans, mais pas énorme. Et donc voilà, et après je lui ai dit que malgré ça, quand tu vois Yann Ram, son club, il mange complètement le mur derrière lui. Donc je lui ai dit à un moment, c'est pas ce qui devait m'empêcher de créer des trajectoires. Et depuis 3-4 ans, on bouffe que des trajectoires, que du parcours, que de la mise en application sur le parcours. Et voilà, on a laissé tomber un peu vidéo, practice sur du long terme, et c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien. Ouais, donc c'est à partir de 2023 véritablement que tout a commencé à se mettre en place comme il faut, où tu as pu commencer à te sentir à l'aise sur la difficulté des parcours sur le Tour européen. Parce que c'est vrai qu'entre 2002 et 2014, il me semble qu'il y a eu seulement une seule fois 2000, où tu as 2014, pas 2002 et sûr. 2014, Antoine? 2000, t'es 2000, t'es bah, pas sur le bon joueur. T'es pas sur le comment? bon joueur. T'es pas sur le bon Euh, joueur, je crois. C'est sur Entre 2000, Sortline, non là. mais vous m'avez pas laissé parler. Entre 2014 et 2022, il y a juste eu une seule fois où il a conservé sa carte à travers le classement du DP World. Donc c'est pour ça, vous m'avez pas laissé terminer. Donc je vous demande de fermer votre gueule et de me laisser Mais terminer. D'accord? On est le mais matin, il est t'étais 9 pas là heures. tout à l'heure, on l'a Laissez-moi déjà dit, ça, terminer. hein. Comment? T'étais pas là, on l'a déjà dit tout à C'est l'heure, un ça. coupé, je pense. Non, bien sûr, ça a coupé. Non, mais juste pour te dire que dans cette période-là, il y a eu tout le travail qui a commencé à se mettre en place et que 2023, c'est là où tous ces changements qui n'ont pas été forcément évidents ont commencé à payer parce que ça a été le début de l'ascension, on va dire. Voilà, tout simplement. Voilà, tout Est-ce que simplement. je crois me rappeler que tu as été un des premiers, parce que tu parles des coups qui te manquent, du chip qui te manque. Ça fait beaucoup appel au ressenti. Je sais que t'es pas non plus tout le temps que dans le ressenti. T'aimes bien quand même maîtriser les choses. On en parlera sûrement aussi un petit peu plus tard. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien toutes les différentes routines que tu mets un peu en place et compagnie. De temps en temps même, et ça, moi, tu sais que c'est quelque chose que j'aime bien, que je trouve qui est une vraie qualité, de temps en temps même être psychorigide sur certaines choses à faire tous les jours. Mais il me semble, tu me diras si je me trompe, que tu avais fait aussi appel à quelqu'un pour t'aider dans les stats et la programmation de l'entraînement. Est-ce que je me trompe? Mais t'es sur Et quelle année là? t'avais pas bossé avec le même statisticien que Dan Using à un moment, genre 2016 ou 17 dans ces eaux-là? J'ai bossé, alors je sais plus son nom parce que quand j'ai arrêté avec lui, il m'a bloqué sur Instagram. Il s'appelait Chris Stuart. Stewart. Ok. Stuart. Stuart Morgan, je crois, qui travaille avec Wiesberger, Ouais. McIntyre. Donc ouais, j'ai commencé avec lui, bah, ce que fait un peu Santerre maintenant, Mathieu Ouais. Santerre. Donc ouais, j'avais commencé avec lui sur les stats, sur beaucoup d'exos de perf surtout pour un peu sortir de ce practice, parce que c'est vrai que quand tu regardes les entraînements des pros entre 2014, 2015 et maintenant, il y a une sacrée différence. Le Trackman est arrivé, les jeux de perf sont arrivés à foison. Je veux dire, je pense que tu as vu pareil. En 2015, tu étais sur le tour ou 2016, Seb? 2015 Challenge Tour, 2016 Tour. Je pense que quand tu vois maintenant les jeunes arriver, ils sont beaucoup mieux armés que nous parce qu'ils ont toute cette technologie, toute cette programmation d'entraînement, comme on peut dire, comme on fait maintenant, quoi. Parce que moi, à l'époque, quand je suis arrivé en 2014, je passais pas 1 heure et demie sur le wedging à essayer de faire des stroke gains comme ils font maintenant sur le Trackman, quoi. Donc, tous ces entraînements ont évolué, et c'est vrai que de commencer la perf, comme on peut dire, ça m'a fait déjà beaucoup de bien parce que tu sors un peu du practice, tu essayes de te mettre en situation, même si tu te mets jamais réellement en situation parce que tu es à l'entraînement, quoi qu'il arrive, tu n'auras jamais le même stress que sur le parcours, mais au moins ça permettait de mieux m'armer, on va dire, pour une situation sur un parcours pendant le tournoi, quoi. Et tu, Tu as bossé aussi avec Mathieu Santerre après.
Je suis avec actuellement Mathieu Santerre. Nous attaquons notre 3e année ensemble. C'est bien ce qui nous semblait. Donc ça, pareil, qu'est-ce que tu Voilà. penses que ça te fait c'est difficile de quantifier, mais il y a eu un changement d'orientation avec Benoît. D'abord du chantier technique parce que vous sentiez il y avait des trop grosses lacunes sur le jeu par rapport enfin vraiment par rapport à la trajectoire. C'était pas au service d'image dans le swing, c'était au service de trajectoire que tu n'arrives pas à faire. Peu importe ce qu'on bosse sur le Tout à swing, fait. ça on en parle souvent dans les tontons golfeurs, donc c'est cool de te l'entendre dire. C'est qu'à un moment c'est bien beau de faire des changements techniques, mais c'est toujours au service d'une trajectoire et de soit quelque chose qu'on veut faire, soit de quelque chose qu'on veut faire progresser. C'est pas juste mon club il est intérieur, il faut que je le mette devant, parce que ça, sinon, c'est facile. Au lieu de le mettre là, tu le mets là, et puis bah, c'est terminé en fait. Mais Ouais. bah, il faut contacter la balle, il faut toucher la cible, comme tu le dis bien. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce que tu nous expliques là, c'est que l'avant-après, c'est le moment là où tu as sorti la technique pour pouvoir mettre tout ça au service de ton jeu et de la planification de ton entraînement. Donc, est-ce que c'est un peu ça ce que souvent les professionnels expliquent, tu vois, quand ils disent le golf professionnel, c'est pas du golf de canapé, c'est pas du golf loisir, c'est un vrai métier parce qu'au final, le swing de golf devient juste un outil et c'est peut-être que la 5, 6 ou septième priorité pour bien performer. Est-ce que ça te parle ce que je dis? Ouais, bah c'est aussi pour ça que tu vois que tous les swings sont différents, hein. Je veux dire, franchement, tu regardes des swings, bah, je disais Yann Ram, techniquement, tu le mets, tu le mets devant Benoît, il fait une syncope, Benoît, quoi, tu vois. Bah, il lui Mais change le grip. Il lui change le il, grip. il lui change le grip, il lui change la montée, mais bon, c'est le mec, il a besoin d'une trajectoire, il l'a fait, quoi. Donc au final, dès que tu as ton swing qui te permet de créer, bah en fait, on ne touche plus, quoi. Nous, techniquement, avec Ouais, et Benoît, on touche plus ça fait 3 ans qu'on touche plus le swing, quoi. après, on parle de ça aussi parce que toutes les personnes dont tu es en train de parler, c'est des personnes qui ont quand même un niveau technique déjà acquis qui leur permet de modifier certains éléments pour pouvoir faire plusieurs trajectoires. Parce que là, tu es en train de nous pourrir, Adrien, à dire qu'il faut plus s'entraîner, plus faire de changements techniques. Pense au business un peu, s'il te plaît. Ouais, Mais, mais non, mais là, Non, tu parce que parles si de tu veux golf. passer Moi, je te parle de golf professionnel, je te parle pas de ouais. Mireille au Non. practice, hein. Oh là là, mais on va perdre d'un nombre d'auditeurs Mireille, parce que Mireille, elle nous écoute. Mireille, elle nous écoute, on la Mireille, on salue d'ailleurs. t'embrasse. Mireille, on t'embrasse. Merci pour tes Ah, messages. Non, mais tu Ken, vois, ce que je veux mute. dire, c'est que par exemple, je sais que quand je joue avec mes très bons potes à moi, je suis plus dans leur donner une sensation qu'un conseil technique, tu vois. J'ai des copains, ils ont des grips horribles, mais vu qu'ils jouent qu'une fois par semaine, tu peux pas leur faire péter le grip. Donc, je suis en ouais, train de, quand je joue avec eux, je leur dis, fais plutôt, essaye de sentir ça, parce que si je lui pète le grip, le pauvre, il joue plus au golf et je le déprime, tu vois ce que je veux dire? ouais. Ouais, Il déjà est, que ça doit être déprimant quand ils jouent avec toi, ils prennent des fessées. Si en plus tu leur pourris là. Et puis ça doit être chiant d'aller chercher la balle à gauche et à droite. Donc au final, t'es quand même plus serein à pas leur bouger le grip. Et Ouais, bah oui, bah oui. tu parles du swing là. Est-ce qu'il y a eu gros chantier aussi au niveau du putting où ça a été un petit peu moins important? Antoine, le putting, on a dit qu'on n'en parlait pas aujourd'hui. Si, Il y si. en a Moi, je marre du viens que putting. pour ça. Tu vois, moi, Non, le petit, c'est de la chance, le putting. On n'en parle pas. presque que de la chance. Sur le putting, est-ce qu'il y a eu chantier? Oui et non, c'est un domaine qui bouge quand même pas mal chez moi, mais qui est en train de un peu se stabiliser gentiment. Donc, il n'y a pas eu énormément de chantier, mais depuis que je vais faire un peu de sponsoring, depuis que je suis Hmm. passé avec Lab Golf, ça va beaucoup mieux. Malheureusement, c'est pas les meilleurs putters, mais bon, tu décides de choisir un là plutôt qu'un Odyssée. Bon, c'est toi qui décides, hein. Malheureusement, J'ai envie d'y aller doucement. malheureusement, c'est peut-être pas le meilleur putter à tes yeux, c'est la meilleure offre à mes yeux à moi. C'est le plus important, exactement. Non, mais comme tu dis, voilà, ça a été comme un game changer parce que ça fait quoi maintenant 1 an que tu l'as, ce putter? Moi, ça fait même plus, presque 2 ans, hein. Presque Après, deux t'as pas ans? mal pété déjà avec des center shafts plus jeunes. T'avais des Scotty, non, qui étaient sans J'avais citer des d'autres center marques. shafts, ouais, bah, j'ai Ouais, tout tenté, hein. J'ai ouais. fait les plus Le beaux Scotty, belly. j'ai fait le belly, j'ai fait des spiders, j'avais tout tenté, hein. Mais c'est vrai que depuis que j'ai le lab, mon niveau technique, c'est un peu plus, comment dire, maintenu sur une saison entière, quoi.
j'ai Ouais, moins parce de que variations, quoi. Ouais, parce que là, je regardais en fait tes statistiques et c'est vrai que tes deux meilleures performances donc cette année sont ta victoire à l'Open d'Italie. On va revenir sur cette victoire et deuxième aussi sur le PGA Championship, sur le PGA Championship, le BMW. C'est là où tes stroke and putting ont été les meilleurs de l'année. Donc, est-ce qu'on peut considérer que tes résultats dépendent énormément de ton putting? Vu que, ben, j'ai pas envie de dire comme par hasard, mais ces deux meilleurs résultats ont été dus à un stroke gain putting qui ont été extrêmement élevés, notamment sur tes deux meilleurs résultats de saison. Bah, de toute façon, je pense que si tu veux gagner, il faut mettre des putts, de toute façon, sauf si tu joues un US Open et que tu as besoin de gagner le tournoi à +1, quoi. Mais quand tu regardes à chaque fois les victoires, tous les mecs puttent bien normalement. Donc c'est quand même un gros point clé. Je pense que si tu regardes toutes les victoires de tout le monde sur toute l'année, tous leurs stroke gains sont quand même assez phénoménal. Là, le dernier en date que j'ai joué, le Netbank, Christopher Hatton, je crois qu'il a +7 de putting et j'ai joué avec lui le samedi, c'était ahurissant, quoi. Donc, je pense que le putting est un gros point clé de victoire pour chaque joueur. Ouais, ouais. C'est C'est mal vrai ce que que là, tu nous c'est. dis. Ça nous fait du mal que tu dises ça, Antoine. Si, moi, ça me fait Ouais, du bien, du coup. J'ai mais on reçu est quatre d'accord ou que c'est de cinq la messages. chance. Ah, on est d'accord que c'est de la chance. Mais c'est tout à fait de la chance, hein. Je veux dire, franchement, pour mettre des putts de plus de 5 mètres, c'est de la chance pour que tu aies la balle qui suive le grain parfait, la différence entre une virgule et un putt qui rentre, elle est infime, quoi. Donc, C'est de la pour chance. moi, ouais, c'est de la chance. Moi, je trouve que. À plus de 5 mètres, c'est de la chance. Mais ça a beau être le Et, mouvement le plus court, en fait, que l'on fait. Moi, je pense honnêtement et sincèrement, c'est pas parce que je fais que ça. Je pense que c'est certainement le secteur du jeu le plus compliqué et le plus Mais quel traumatisant, surtout. ouais, culot, quel Ouais, mais arrête, non mais oh c'est, là là. Ah c'est ouais, comme mais le aussi. On sexe, c'est le entend. mouvement le plus court, mais c'est compliqué. Oh, on avait dit pas Ah, de ça. là. Si, non, mais Adrien, tu es toujours obligé de Oui, déborder. oui, mais avec vous, Sébastien. je dévie tout le temps avec vous. C'est dingue, hein. Bon, bah, d'accord, ça sera un moment choisi en réel pour Instagram. Ok, très bien. Le résumé d'aujourd'hui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que le Mais, putting, ça peut être extrêmement traumatisant. Je veux dire, lorsque tu commences à louper des putts de 2 pieds de moins d'un mètre, tu vas beaucoup plus t'en souvenir que ton coup de wedge que tu as mis dans le bunker ou que tu as gratté, hein, parfois. Donc, ouais, pour mais moi, c'est un secteur quand de t'as jeu. traversé 2 fairways avec ton drive, tu t'en souviens aussi, hein. Ah, c'est la marche de la honte. Hmm. Vous auriez pas vu une Molitor 4? C'est pas la mienne, c'est mon ami. C'est celle de mon pote, c'est sa provisoire. Je fais, Ouais, et euh, bon, parce que non, mais on va quand même en parler parce qu'il nous a sorti quand même son t-shirt en XS. Il y a quand même eu un changement physique quand même qui s'est opéré entre le Adrien Sadier plus jeune et maintenant la bête physique que tu es devenu. C'est le t-shirt de Nathan, hein. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quelle importance enfin, quelle importance a eu l'entraînement physique pour toi? Est-ce que tu as vraiment senti cette évolution? On sait que tu es très assidu pour être abonné à ton compte OnlyFans. Je suis, non, je rigole, je le suis cherchez pas sur l'évolution de tes OnlyFans, il pieds. n'y est pas. Je suis l'évolution de tes Mais, pieds avec intérêt, mais mais est-ce que tu trouves que voilà ce travail, on sait que le travail physique c'est quelque chose, il faut vraiment qu'il soit régulier pour voir vraiment des résultats. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et quelle importance ça a pour toi? si tu peux Bah, englober déjà, je ça pense que si tu demandes, dans ta routine et ton psychorigide, j'aimerais bien que tu t'englobes ça dans tout ça aussi. bah, déjà, si tu demandes à Seb, question driving distance, à l'époque, j'étais quand même pas une- comment on peut dire ça, une bête. Ouais, j'allais dire, ouais, ça va, ça fonctionne. Ouais, parce que quand je jouais avec Sébastien Gros, on se retrouvait sur le green et puis on parlait de notre trou, quoi. Alors, t'étais où? T'as fait quoi? Tu vois? On se voyait pas pendant le trou, tu vois. Donc, mais non, alors, je pense que le déclic, c'était ma rencontre avec, ça je l'ai toujours dit, avec David Baudrier, parce que lui, voilà, coach de MMA, montagne physique quand même, hein, c'est une belle bête. Lui il m'a vraiment donné le goût, donc je faisais un peu de sport, mais lui il m'a vraiment donné le goût on va dire, à la muscu pure et lourde. Voilà, soulever des poids, un peu, on va dire le secteur force, quoi. Donc ça,
c'est ce qui m'a aidé déjà à gagner pas mal en distance. Et après, voilà, je pense qu'il faut savoir s'accompagner parce que dès que je le vois, franchement, j'ai jamais l'impression en 8 ans qu'on a fait la même séance. Et c'est un mec avec qui je pourrais faire, voilà, il vient chez moi à la maison, là, il est venu il y a 2 semaines, on a fait 5 jours, où on fait 3 séances par jour, mais où je pourrais en faire, je pourrais continuer tellement j'adore faire ça avec lui. Il est toujours là avec moi à me montrer l'exemple. Voilà, il y a quand même si on fait du sérieux, on essaye de faire des concours un peu de beats, comme on peut dire ça Ça sera le deuxième entre réel, ça. hommes. Mais voilà, et il est toujours là en plus à me donner exemple. Je veux dire, quand on va à Tignes, quand on fait nos stages à Tignes, il se bouge le fion avec moi et c'est un vrai plus dans ma préparation physique. Après, pour englober le côté psychorigide, c'est, il faut savoir ce qui te fait du bien pour performer. Et voilà, tous les matins, je me lève, je fais 25 minutes de mobilité. Tous les soirs, avant de me coucher, je fais 15 minutes d'étirement. Et voilà, ça fait toujours grincer des dents ma femme parce qu'elle comprend pas ça, mais c'est un truc que je fais tous les matins. Je l'ai fait à la maternité aussi quand j'étais là-bas pour Nathan. C'est un truc que je ressens le besoin en fait. Et je sais que j'ai besoin de routine aussi pour voilà, c'est ce que souvent Seb Gros mettait aussi par moment sur Instagram, c'est chercher à chaque fois le 1% de mieux chaque jour. Et dès que tu trouves ces petits trucs, que ce soit dans ta vie, dans le secteur physique, dans la récupération, les compléments que tu peux prendre, dans le golf, dès que tu arrives à mettre tout ça en place et que tu trouves les bons ingrédients, et ben, c'est juste une routine à avoir chaque jour pour continuer de progresser, en fait. Ouais, on y croit vachement à ça, on en parle vraiment Du coup, souvent, d'essayer de donner, bah, c'est très bien que tu puisses montrer que toi tu en as aussi, mais que c'est ces tout petits efforts de chaque jour qui font vraiment des grands résultats et qui au final sont un peu, euh, un peu difficiles à mettre en place au début, ça demande de la volonté, mais qui après, en fait, j'imagine que toi ça te demande même plus un effort, enfin tu sais que tu as ça à faire, tu le fais, enfin tu te poses plus la question. Et c'est rentrer dans ces habitudes et créer des nouvelles habitudes qui sont difficiles, mais qui sont hyper importantes. Et tu vois, je pense que même, j'essaie de le dire à pas mal de mes élèves qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs que toi ou que nous, de mettre des petites choses en place de 5-10 minutes pour leur golf. Et tous les jours, et en fait, c'est des choses qui font vachement progresser, et du coup, ils ont l'impression de tous les jours de progresser un petit peu sur leurs petits objectifs, d'être un peu meilleur en tant que golfeur le lendemain. Et je trouve que c'est vachement important. Et là, tu le prouves encore que effectivement, c'est l'accumulation de ces petites habitudes sur le long terme qui font que bah, tu arrives à passer des caps, et puis du coup arriver à au moins dans ces secteurs-là. J'imagine que tu as d'autres routines pour chaque secteur de ta performance. Bah, à la fin d'avoir construit tout ton panel de routines qui font qu'aujourd'hui, tu arrives à performer. Ouais, bah, c'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est des petits trucs au quotidien que tu fais, que tu ajoutes. Et puis voilà, après, c'est ce que je disais aux jeunes d'Ezri, c'est que j'adore regarder les mecs à la salle, j'adore regarder les mecs au practice qu'ils font pour peut-être essayer un peu à la maison, pas forcément en tournoi, mais voilà, on est quand même, quand tu es sur le circuit européen, tu quand même, voilà, tu es au playoff à Abu Dhabi, à Dubaï, il y a quand même les meilleurs du monde. C'est là où il faut un peu regarder, un peu zioter et voir ce que les autres font et te dire, bah tiens, voilà, ça peut être pas mal. Par exemple, j'ai commandé les mêmes balles à réaction que à Rory McIlroy qu'il utilise à la salle pour son warm-up. C'est des balles qui sont pas rondes, qu'il jette et qu'il essaye de rattraper, qui vont dans tous les sens. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Voilà, tu te dis que Rory McIlroy qui fait ça quand même, qui est numéro 2 mondial, le- qui a le Grand Chelem, il fait des trucs un peu cons, mais au final, il les fait tous les matins, ces petites balles à réaction pendant 5 minutes, 5-10 minutes, et c'est ce qui doit l'aider à se sentir un peu réveillé, on va dire. Et donc voilà, il faut regarder ce que font les autres, essayer un peu et d'en prendre un petit peu ce que tu as besoin, quoi. ouais, c'est ce que tu dis, c'est s'approprier certaines choses de certaines personnes. C'est pas lui il fait ça, je dois faire comme lui. Non, voilà, Parce que c'est pas les mêmes. je veux dire, si tu regardes l'échauffement je voulais lui en parler, c'est avec Matt Fitzpatrick.
Donc, il fait sa séance, il fait une grosse séance au sport de 30 minutes. Il arrive au practice, il tape 3 wedges et il est direct au drive. Et après, il passe sur des jeux de trackman, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je pourrais pas faire, tu vois. Mais que lui, il s'est mis en place ça pour se centrer. Et c'est vrai que j'aimerais bien lui demander pourquoi il fait genre 3 wedges, 3 drives et il se met tout de suite à faire de la perf avant de jouer, tu vois. Et il faut un peu, voilà, regarder, prendre des informations, un peu essayer, et puis tu fais ta sauce à toi après, derrière. Si on part maintenant sur cette année, est-ce que tu as senti que c'était une montée en puissance déjà l'année dernière, même si on a vu que les résultats étaient, on va dire, si on fait de façon globale sur l'année, tu faisais des meilleurs classements en fin d'année chaque année à partir de 2020-2021. Est-ce que tu as senti quand même qu'il y a des caps qui se sont passés ou des choses qui se sont passées avant cette année, ou c'est cette année où tu sens que ça s'est mis en place, ou bah, tu t'es surpris à développer du niveau de jeu comme ça lors de ta première victoire et puis après, hop, enfin, ta victoire avec ce que ça a entraîné les choses. Bah, je pense que c'est un tout. Je pense que déjà, c'est un peu le fruit du travail qu'on a mis en place avec Benoît sur les trajectoires, quand même. D'être beaucoup plus armé parce que je joue quand même beaucoup plus, par exemple, de draw dans mon jeu, alors qu'avant, j'étais très fade. Et après, je pense que une fois que tu as trouvé ce que je dis, ta routine, que tu sens que les choses se mettent en place, c'est juste surfer sur cette vague, quoi. Se dire que voilà, chaque semaine, je trouvais que je jouais bien. C'est surtout que mes plus mauvais coups étaient moins pénalisants. C'est surtout ça qui m'a fait du bien cette année. J'ai beaucoup mieux drivé que les autres années. Je crois que je suis passé top 20 en précision et en stroke gain aussi. Donc ça, mon driving a été un vrai plus parce que avant, chaque tournoi, j'avais au moins une balle hors limite ou une balle dans l'eau. Et là, j'ai fait des stretches de tournoi où je perdais pas de coups au driving. Et ça m'a vraiment fait un plus parce que sur le parcours, les parcours du tour, une fois que tu prends plus de fairway, ben, les coups de fer sont plus faciles. Et après, c'était un enchaînement de bons résultats, de confiance. Et voilà, je peux pas te dire que je sentais cette année arriver. Mais d'un côté, je suis pas surpris de l'avoir fait non plus, quoi, en fait. En termes de longueur, tu te situes comment par rapport à la moyenne des joueurs? Je parle au niveau du driving, parce qu'ensuite, on va faire référence à ton année qui va arriver, enfin, sur le PGA Tour. Tu te sens comment vis-à-vis de cette longueur? Est-ce que tu te sens en déficit? Est-ce que tu sens que tu peux être assez performant sur le PGA Tour avec cette longueur-là, ou il y a encore cette idée de gagner en distance? Je pense que je suis dans la moyenne en driving distance, vraiment pile poil la moyenne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un driver court, 44 inch, je crois, et que ça fait déjà un an que je travaille avec Mizuno pour remettre un shaft normal à 45, mais que je trouve pas les réglages. Et donc, je verrai, du coup, je me dis qu'avec l'équipe américaine, peut-être qu'ils arriveront mieux à me sortir ça, mais moi, je pense que tout le monde me demande si j'ai le niveau golfique pour le PGA Tour, sauf que j'en ai joué que 4, donc je peux pas te dire, on verra. En Je pense qu'il 2023, tu faudra avais failli voir. gagner d'ailleurs, hein. Tu avais fait quoi, J'avais failli gagner, troisième? mais après c'était un parcours type européen quand même. Il n'y avait pas non plus énorme de rough, les greens étaient soft, c'était pas non plus le plus dur des parcours qui jouent de l'année, je pense. À chaque année, tu vois les scores, ça se gagne à -24. Le cut était à -8, je crois, en plus, une année là-bas. Donc, c'est pas non plus un monstre de parcours. Mais je pense que je vais, pour le moment, rester fidèle à tous les ingrédients que j'ai mis en place. Je vais me faire déjà une idée sur les 4 premiers tournois, forcément. Je vais voir un peu ce qui se passe. Et après, on verra s'il faut améliorer quelque chose ou non. Tu vas rejouer avec la face ouverte et la mettre haute en fade pour l'arrêter sur les greens. Très, très haute. Très, très haute. Non, mais en soi, je pense que la meilleure chose à faire, et ce n'est que mon avis, c'est juste de dérouler et de continuer avec le niveau de jeu de golf que tu as développé
ces derniers temps. Il n'y a aucune raison que sur aucun parcours dans le monde, tu puisses pas performer. Après, est-ce qu'il faudra adapter des choses? Sûrement. Est-ce qu'il faudra s'améliorer encore? Sûrement, parce que les joueurs, les champs de joueurs vont être encore meilleurs. Mais il n'y a pas de raison de devoir changer les choses. Et il y a vraiment des gens qui te demandent qui te demandent si tu as le niveau, si tu penses avoir le niveau pour jouer sur le PGA Tour. Ouais, bah, c'était dans Golf Plus le Max. C'était qu'en mars, on m'a demandé si j'avais le niveau pour le PGA Tour. Je lui ai dit, j'en sais rien, gros. J'y suis jamais allé. J'en sais rien. Ah, mais Je Ah peux ouais, pas te non, mais dire. c'est dingue quand même. Je sais pas, Enfin, demande-moi si c'est, j'ai le niveau pour jouer au FC Annecy aussi pendant qu'on y est, tu vois. en fait, c'est juste progresser. C'est ce métier, c'est progresser. Donc toi, tu es sur une phase de progression, mais tu n'as aucune idée de là où il est ton plafond. Comme tu dis, tu t'attendais pas forcément à cette saison, mais t'es pas surpris, parce que toi, tu te savais sur la phase de progression. Après, tu sais pas dans quelle pente allait la progression. Ouais, ouais. De temps en temps, même tu crois progresser alors que tu es très légèrement en train de régresser. De temps en temps, tu crois régresser, mais en fait, tu es dans le début de la remontée. Tu sais jamais trop. Donc, le but, ça va simplement être de tout le temps progresser. Et ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce que tu fais fonctionne. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport aux meilleurs du monde quand tu les vois. Bah, c'est pas parce que ce que je fais fonctionne que je dois pas quand même regarder un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche pour essayer de choper hop, une petite info par là, un petit truc, ou à l'inverse, de voir un truc que fait Matt Fitzpatrick en se disant oh, mais alors moi, ce qu'il fait, mais je peux pas le faire. Ben, parce que pareil, de fonctionner par élimination pour pas perdre de temps, pour pas se perdre, c'est aussi une bonne manière de faire le truc. Mais bien sûr que tu peux pas dire est-ce que j'ai le niveau du PGA Tour si tu as joué 4 tournois. Euh, tu verras bien en fait. Le seul truc qui sera intéressant c'est pour étalonner ton jeu, c'est de faire une bonne semaine. Ouais, non, mais après, Si tu c'est fais ce une que bonne j'ai dit. Je vais semaine et que tu voir. finis 45e, bah on va peut-être se dire, bon, là, ça y est, il va peut-être en chier. Par contre, si tu fais une bonne semaine sans plus et que tu fais 8e, tu vas te dire, bon, ok, là, j'ai comparé mon niveau par rapport à un tournoi, enfin, par rapport à un parcours, par rapport à un champ. Bon, ok, là, j'ai la preuve que tout va bien, en fait. Ouais, après, ce que tu dis aussi, c'est que il faut, comment dire, mettre une notion sur qu'est-ce qu'une bonne semaine et qu'est-ce qu'une mauvaise semaine. Des fois, tu fais 45e sans mettre un shot, tu es quand même content, des fois, par moment, de se dire, bah, j'ai quand même fait Je 45e. parlais d'une bonne semaine globale de jeu, là où tu sens que tu étais à un bon niveau de jeu. Ah, Je parle pas. si je suis en 6e et que je finis 55e, c'est ça? C'était ça ouais. l'image. Voilà. Ouais. Ouais, bah là, c'est sûr qu'on se pose des questions, mais Là, ça après, sera très voilà. inquiétant, mais. Après, c'est ce que je Bah, te dis, non, je vais mais commencer un stretch de 4 tournois et je verrai bien déjà un peu où se trouve mon jeu comparé à 4 parcours différents. Et, euh, et voilà, quoi. Après, on fera un petit point avec l'équipe et voir s'il y a des trucs à améliorer ou s'il faut juste laisser glisser et continuer le travail que je fais actuellement. c'était un vrai objectif, le PGA Tour, ou ça te change un petit peu de ce que tu avais prévu? Est-ce que tu es content d'aller sur le PGA Tour et comment tu vas le gérer justement pour l'instant? Est-ce que tu vas aller habiter là-bas? Voilà, c'est quoi un peu le plan? Et est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que c'était réellement un objectif? C'était pas réellement un objectif parce que quand je vois l'année que j'ai fait, il faut quand même sacrément jouer au golf pour choper ces 10 cartes quand même. Donc en début d'année, non, c'était pas un objectif parce que voilà, comme vous l'avez dit, j'ai jamais fini mieux que 64e avant. Je parlais Donc plus global, de se dire, eh, mon objectif, c'est de finir sur le PGA Tour. Je ne parlais pas forcément de cette année. Est-ce que tu ah, as un objectif d'aller sur le PGA Tour depuis que tu es gamin ou pas spécialement, au final, tu es bien chez toi, quoi. bah, je vais te dire pas spécialement, mais pas parce que je suis bien chez moi. C'est juste que avant ce deal PGA Tour European Tour, il fallait quand même être dans le top 50 mondial pour y aller. Et on sait que le top 50 mondial par l'European Tour, c'est quand même très compliqué. Quand on voit l'année qu'a fait Marco Pench, il est que 31e mondial, tu vois. Ouais. Donc, alors qu'il fait une sacrée saison. Et donc, voilà, forcément, j'avais envie d'y aller, mais j'y pensais pas non plus plus que ça, quoi. C'était quand même plus un rêve qu'un objectif. Et après, qu'est-ce que je vais changer? Franchement, rien. Moi, je reste en Haute-Savoie, puisque je trouve que tu fasses les allers-retours en Chine ou aux États-Unis, il y a pas de différence. En plus, il y a Maintenant, voilà, un pass faudra Los gérer. Angeles, non? Comment?
Il n'y a pas un vol Annemasse Los Angeles? Alors, Annemasse, il y a des vols, mais pas des vols commerciaux. Tu vois. Ah, Ah, ah. Ah, on n'a dit pas de politique, pardon. Euh, non, il y a pas, et puis j'ai pas encore assez gagné pour mon jet, mais non, non, après, le seul truc qu'il faudra gérer, c'est voilà, qu'il y aura tout le temps des décalages horaires, parce qu'on a quand même une période chez nous entre mai et septembre où voilà, on est qu'en Europe et que c'est des vols plus courts, mais je veux dire non, moi je vais faire les allers-retours. Le calendrier s'y prête plutôt pas mal pour pas non plus faire n'importe quoi, genre partir une semaine, revenir une et repartir direct. Donc pour le moment, je vais faire les allers-retours. Parce que j'imagine que Marie et Nathan, enfin, c'est pas envisageable qu'ils puissent venir pour l'instant. Tu vois, bah, genre, t'as acclimaté 2 semaines les 2 premiers tournois, ou est-ce que c'est même un choix que t'as pas envie parce que tu vas avoir plein de choses à gérer et que tu préfères rester dans ton truc? C'est quoi? C'est Non, c'est déjà alors sur le long terme, si on arrive à rester sur le PGA Tour, ça peut être une option de déménager. Voilà, mais j'ai aussi une femme qui veut rester qui veut pas être dépendante de moi et qui veut continuer à travailler, donc que je respecte aussi, hein. Elle veut vraiment avoir sa vie à elle. Elle Et fait lui quoi d'ailleurs, Marie? aussi, donc elle a arrêté le golf pendant le Covid et maintenant elle est dans le contrôle qualité d'une boîte de polissage rodage. Elle travaille beaucoup, c'est des machines beaucoup qui permettent le petit polissage des montres surtout, par exemple. Elle travaille beaucoup avec Rolex ou autre. Donc voilà, elle est dans son métier, elle kiffe et pour le moment, s'installer aux États-Unis, c'est pas une option, mais on verra sur le long terme, quoi. Je Ok. voudrais également qu'on parle parce qu'on vient de parler d'une partie de ton staff, mais il est important aussi de parler d'Andrea, ton caddie, parce que ça fait maintenant un an, un petit peu plus d'un an, je pense qu'il est avec toi sur le sac. C'est vrai que vous avez eu une ascension tous les deux bah, qui a été du coup exemplaire. Il me semble qu'il avait commencé un petit peu avec Alex, c'est ça, il y a 3 ans, et ensuite il t'a rejoint cette année. Quelle est l'importance du coup qu'Andrea a eu avec toi? Est-ce que il y a eu des discours qui t'ont tout de suite plu et qui a fait que ça a fonctionné. Voilà. Je pense que le gros point fort d'Andrea, c'est qu'il est à l'écoute et que c'est un mec vraiment, c'est un très gros bosseur. Il passe beaucoup de temps à marcher des parcours. Et c'est un mec, voilà, quand je lui dis de faire quelque chose, il va le faire sans réchigner, comme on peut, voilà, comme on peut voir entre guillemets avec les vieux caddies du Tour qui, eux, ne font que ta partie avec toi et qui se cassent dès que t'as fini. Lui, c'est un mec qui reste beaucoup sur le golf, c'est un bosseur, c'est quelqu'un de très rigoureux. Et au moins, je sais que quand j'ai une question à lui poser sur le parcours, il a une réponse, quoi. Si je lui dis qu'est-ce qu'il y a derrière le drapeau, est-ce qu'on peut être agressif, il va être capable de me répondre en 2 secondes. Donc ça, c'est son gros point fort. Et voilà, c'est un mec qui est à fond. Il est vraiment, quand je le vois sur la semaine, il est à fond. Il se donne à fond. Il laisse pas grand-chose au hasard comme moi. Et voilà, donc on est deux bosseurs ensemble et c'est pour ça que les choses ont collé assez vite entre lui et moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette semaine au BMW, du coup? Oh, de Revenir à... l'Italie avant, non, on peut parler de cette Hein? victoire. Ah bah oui, alors allons-y, allons-y. On a à peine évoqué la victoire, on n'en a même pas parlé. On peut quand même y aller un peu. Ouais, mais maintenant, quand cet épisode sort, il a déjà gagné 2 fois sur le PGA Tour, donc si tu veux, bon. Bah ouais, mais le premier restera toujours le premier. Regarde. Sans C'est ça, vrai. on parlerait pas de l'Olympique de Marseille. Ah non, on avait dit pas de politique, pardon. T'as entre Mireille, les Marseillais, Donc enfin tout le monde. raconte-nous un petit peu quand même raconte-nous un petit peu cet Open d'Italie qui, en plus de ça, bon, voilà, une première victoire pour un 200e tournoi sur le Tour européen. Sûrement, en plus de ça, un petit goût un peu spécial. En plus, en jouant avec Martin le dernier jour, avec Elish qui t'a cadayé, qui était là du coup, qui t'a cadayé, pas sur ce tournoi-là, mais qui t'a cadayé dans ta carrière et qui était avec Martin en dernière partie avec toi. Donc sûrement un moment un peu spécial quand même. Ouais, bah c'était une semaine assez étrange du début jusqu'à la fin, puisque je suis arrivé le lundi, franchement, je tapais pas très bien. J'ai cassé mon driver le mardi, donc je joue avec une tête Mizuno, mais qui n'est pas fitée pour moi.
puisque je l'ai pris à Marco Pench. Et, euh, et en plus, quand je fais les recos, on a un sens du vent où il faut taper beaucoup de drive. Et donc, je t'avoue que quand je suis avant le tournoi, je suis pas le plus à l'aise vraiment avec ça. Et j'ai eu la chance que le vent a switché toute la semaine et que je me suis retrouvé en fait à taper un seul drive par partie sur le trou numéro 15. Et en fait, c'était un parcours un peu spécial où c'était assez serré, où il fallait quand même. Donc, ce qui m'arrangeait, puisque je tapais beaucoup de fer sur les départs, c'était pas un parcours qui avait besoin d'être réellement agressif non plus. Et toute la semaine, bah, du coup, j'ai tapé mes fers, j'ai pris pas mal de fairway, donc du coup, je me suis mis en position. Et après, il y a ce dernier tour où je me retrouve en dernière partie avec Martin et Eugenio Chacarria. Et les deux commencent fort. Je crois que les deux sont -2 ou -3 après 5 ou 6. Et moi, je crois que je suis dans le par et je me dis, je me dis bon, bah tant pis. Et en fait, c'est là où eux ont commencé à faire des erreurs chacun à leur tour. Et au final, on a cette discussion avec Réa au 10, au départ du 10, où je crois que je suis à 3-4 coups de Martin. Et où on se dit là on va aller chercher que les drapeaux et puis on verra ce qui se passe quoi. On verra à un moment il faut un peu se bouger où on se dit on va penser qu'au drapeau et voilà je commence le retour très fort birdie 10 birdie 11 et il y a ce moment 13-14 où voilà il y a moi mon putt au 13 qui tombe en restant en suspens sur le trou et le putt de Martin au 14 qui fait exactement pareil mais qui tombe pas. Et c'est là où dans ma tête je me dis ben feu quoi. C'est une porte ouverte. Et voilà, il y a eu après le mauvais coup de Martin au 16 qui met le coup de fer 6 dans l'eau où il me donne une deuxième porte. Et voilà, après j'ai su saisir cette opportunité. Et donc voilà quoi, pour résumer. Ouais, après, c'est vrai que l'année dernière, déjà, t'avais fait un très bon été derrière les deux victoires de Fred et de David. Et on t'avait vu pendant, je crois, 3 4 semaines quasiment dans le top 5 ou top 10 et en jouant. Et on avait vu justement qu'il manquait juste ce petit coup du destin, du putt qui rentre au bon moment, où du coup, il manquait pas grand-chose. Et que là, un peu ce que tu exprimes, c'est que bah, quand il y a ce putt qui reste en suspens et qui tombe, et derrière la même chose, mais qui tourne pas pour Martin, tu sens que voilà, c'est ces petits moments-là qui font la différence et qui suffisent justement à faire transformer une huitième place, septième place en victoire, quoi. Ouais, bah après le gros coup de chance que j'ai, c'est ce que je te dis, c'est que le vent a tourné et que j'avais plus Ouais. besoin du driver. C'est surtout ça mon gros coup de chance de la semaine, quoi. Parce que j'ai pas mon driver, je sais pas comment il réagit et c'était ça mon gros coup de chance surtout, quoi. Parce que j'ai pu mettre que des coups de fer 2 ou des bois 3 et je te dis que dans l'autre sens, j'aurais dû taper que des coups de drive et ça aurait été, j'aurais pu faire miss-cut facilement, quoi, en fait. Après, c'était le driver de Marco Penge. Il a l'air de bien fonctionner aussi. Ouais, mais malheureusement, moi, quand je le tape, il part pas à 320 mètres. Ah, c'était pas que la tête. Voilà. C'est pas que la tête, tu vois. Et on t'a vu bien évidemment ému dans un moment là où maintenant les joueurs ils viennent, pardon de l'expression, mais qui deviennent chiants à regarder gagner. Les mecs qui font juste un petit signe de la main, de rien du tout. Terminé, on passe au tournoi suivant, ce qui moi m'ennuie au plus haut point. On t'a vu ému. Bon, aucun de nous trois ça surprend. On te connaît un petit peu. Euh, on t'a vu ému, on t'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as gagné et que c'est un enfin, c'est un yalla, c'est un. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu as eu envie de faire? Est-ce que tu avais tout de suite envie, tu vois, de voir ta femme? Est-ce que tu avais envie d'en profiter seul? Est-ce que tu avais, on te sait très proche aussi de ton père très investi là-dedans, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta tronche quand c'est enfin arrivé, justement? Bah, déjà, ce qui est marrant, c'est que sur le petit putt que j'ai, vu que Martin le met, j'ai plus que deux putts pour gagner. Et même si le putt fait 60 centimètres, tu y penses quand même. Et moi qui adore taper fort ces petits putts, je sais que je suis à l'adresse et je me dis, si tu la rates, faut qu'elle reste courte, tu vois.
Il faut pas, ne fais pas le con à mettre un plomb et à te laisser le même derrière, tu vois. Donc ça, c'est la première chose que je me dis avant de faire le putt. Et en fait, après, c'était quand même le 200e tournoi. Ça faisait 11 ans que j'étais là. Et je pense que tu pleures plus par rapport à ces moments où tu es sur le practice, où tu n'arrives pas à secouer un ballon. Ces parcours, voilà, ces parcours, comme je t'ai dit, comme au Danemark où j'ai mis 9 provisoires. Tu penses à ça en te disant que en fait, ça valait le coup, quoi. Que c'était un peu tous ces moments-là qui t'ont amené à cette victoire parce que t'apprends plus de ces moments-là que dans les bonnes semaines. Et voilà, quoi, si je suis arrivé armé pour ce retour et faire ce très bon retour en -5, je crois, c'est que j'ai vécu toutes ces mauvaises semaines et que j'ai appris. Et voilà, c'est ce soulagement qui est arrivé en fait en te disant que tout ça m'avait permis de vivre enfin cette victoire, quoi. Et après, j'aurais aimé forcément appeler tout de suite Marie ou mes parents, mais t'es pris dans un tourbillon médiatique. T'es tout de suite amené à la remise des prix, ça dure une plombe et je crois que j'ai pu appeler Marie seulement 2 heures, 2, 3 heures après, quoi. Oh la vache. Et qui a dit, ouais, tu m'appelles pourquoi? Comment t'as joué aujourd'hui? Ouais, c'était bien T'as alors. passé une bonne, t'as passé une bonne journée, mon amour? Oui, ça va. Oui, ça va. Et Martin, il a bien joué? C'était sympa? Bon, donc bon, bah bon, c'est quand même. Bon, j'ai fait une gaufrée. Bon, bah quand même fabuleux. Et quand même, là, c'est le. Il faillit gagner Wentworth, quoi. J'ai failli gagner Personne, Wentworth, mais bon, du coup, personne ne t'a battu sur 72 trous à Wentworth. Et t'as pas ce foutu trophée, Adrien, putain. ouais, c'est la loi du sport, hein. C'est la loi du sport. Ouais, Qu'est-ce que tu veux cette dire? semaine, tu l'avais abordé. Enfin, du coup, là, tu avais ton driver, tu avais tout, tu te sentais bien. Enfin, bon, ça faisait déjà plusieurs semaines que tu jouais aussi, que tu étais sur une pente ascendante. C'est comment tu as géré ce tournoi et jusqu'au playoff, si tu peux nous raconter un peu ta semaine. Alors, ce qui est quand même assez marrant, c'est que donc j'avais très bien joué à cran et je me suis vautré mentalement le week-end parce que forcément, je pensais vraiment à gagner ce tournoi qui me tient à cœur. Et ça m'a mis vraiment un coup après parce que je suis arrivé en Irlande, franchement, un peu démuni, on va dire. Et, euh, et tu pourras demander à Alex Lévy, avec qui j'ai fait la reco le lundi, euh, si tu lui dis après ma reco que j'allais finir 5e en Irlande, il t'aurait pas cru et moi non plus. J'en ai mis partout. Et pour te dire que j'ai même envoyé des vidéos à Benoît en Irlande parce que c'est quelque chose que je fais vraiment rarement. Donc quand je lui envoie une vidéo, c'est que je suis vraiment paumé. Et puis on a surtout plus parlé psychologiquement, lui et moi, que techniquement. Et j'ai eu aussi, à ce moment-là, j'ai eu aussi ma kiss avant l'Irlande, qui m'a permis de bien me remobiliser. Mais on va Maquis, dire qui est que ton préparateur mental, juste mon pour préparateur situer. mental, mais on va dire que si tu me demandes golfiquement mes sensations, Irlande, Wandsworth, où je fais 5-2, je suis nulle part. Je suis nulle part. Mais dans ma tête, je suis vraiment bien présent sur, on va dire, je me suis concentré que sur ma musique. Voilà, je sais pas si on entend beaucoup parler, ça c'est un truc de Benoît, le back et hit, de parler, voilà, d'essayer de parler le back à la montée et de choper le hit sur la balle. Et j'ai fait ça, j'ai bouffé ça 2 semaines. Mais voilà, dans mes mains, j'ai aucune sensation. Mais ce truc de se concentrer, de bouffer que de la musique pendant 18 trous, ça m'a vachement aidé à oublier le côté technique. Et au final, j'ai réussi quand même à produire un sacré jeu de golf parce que c'est vrai que quand j'y repense maintenant, voilà, le samedi, je fais -7 et c'est vrai que j'arrivais à sortir de sacrés coups et voilà, je pense qu'à un moment, c'est ce qu'on dit, quoi. Le golf, c'est pas que technique, c'est pas que des sensations et des fois, il faut trouver La sa bouée de musique, sauvetage. pour Non, te s'il faut trouver la trouver sa musique. bouée de sauvetage, je pense que des fois, il faut trouver juste un truc sur lequel s'accrocher, bouffer ça pendant 18 trous et voilà, ça a payé sur ces 2 grosses semaines.
et j'ai failli gagner Wadsworth. Ouais, et surtout, tu as failli aussi gagner l'Irlande parce que tu étais en tête après 3 tours, je dis pas de bêtises. Ouais, Donc, tu vois, j'étais co-leader après 3 tours, hein. tu vois, t'es pas du tout dans ton assiette techniquement. Mentalement, tu n'étais pas du tout. Une discussion avec Makis, avec ton staff, et d'un seul coup, bam, tu te retrouves quand même en tête d'un tournoi. C'est juste hallucinant. C'est pour ça qu'on ne met pas assez en avant toute la partie mentale du sport de haut niveau, pas que dans le golf. Mais c'est hallucinant parce qu'au final, tu n'as pas cette discussion avec Makis ou avec ton staff. Ça se trouve, avec des si, il y a plein de trucs, mais tu loupes le cut, tu sais pas ce qui se passe après. C'est hallucinant à quel point, en fait, le switch peut arriver d'un jour à l'autre ou à une heure près, en fait, avec une discussion qui change tout, quoi. Ouais, bah après, C'est- c'est aussi à ça que sert le staff, quoi. Il faut aussi les appeler aussi avant les tournois. Moi, avec Makis, on s'appelle tous les lundis pour débriefer du tournoi, pour parler du tournoi à venir. Et Benoît a aussi ce côté psychologique aussi. Il n'est pas que technique, il a aussi il a cette expérience aussi du haut niveau. Et donc, voilà, par moment, si tu as un staff, c'est qu'il faut s'en servir aussi. Ils sont pas là que pour faire beau quand tu les vois, hein. Moi, je voudrais aussi souligner quelque chose d'important, et ça, je pense que c'est important que nos auditeurs le sachent, c'est que on n'est pas comme des docteurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller voir son coach quand ça ne va pas. Il faut aussi également aller le voir quand ça va. Ton préparateur physique, même si tu te sens extrêmement bien, bah, tu vas le voir. Ton kiné, tu as beau te sentir en pleine forme, tu vas quand même le voir. Je veux dire, le staff, c'est comme tu dis, c'est une question de routine, d'accord? Que ça aille ou que ça aille pas, il faut quand même aller le voir. Donc à partir du moment où tu installes cette régularité, cette routine, ça peut être que positif. Donc, on n'est pas des docteurs, on ne va pas vous donner des médicaments quand ça ne va pas. On va aussi vous rassurer sur certaines choses et continuer d'aller dans le bon sens, même quand ça va. Donc, c'est important, comme tu dis, c'est que j'imagine qu'il y a des moments où tu es dans une forme olympique techniquement et que tu vas quand même continuer à avoir Benoît et que ça peut vous être privé d'avoir des petits changements sur certaines choses, comme aussi continuer à consolider pour qu'ils te disent non, mais continue, c'est très bien. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire à part continuer, etc., etc. Et juste ça, ça fait aussi une différence importante à la fin. Oui, tout à fait, mais de toute façon, il faut, voilà, le staff est là dans les bons et les mauvais moments, mais c'est comme tu dis, c'est pas parce que tout va bien qu'il faut pas aller les voir. Voilà, j'ai encore justement, je vais encore plus voir Benoît quand ça va, parce que c'est à ce moment-là où je sens que je peux encore plus produire plus facilement des coups que j'ai pas. Donc c'est souvent dans les meilleurs moments où il faut aller voir le coach et essayer de progresser encore un peu plus, quoi. Parce que quand tu vas le voir et que ça va pas, tu vas surtout passer un poil plus de temps en practice, à retravailler un peu ton grip, à retrouver des bonnes sensations, à retrouver tes sensations de posture. Donc, c'est quand ça va que tu peux justement t'amuser un peu plus avec ton coach, quoi. Et pour Encore plus préparer, avec les résultats que tu as montrés, là où c'était pas tes semaines, là où tu te sentais le mieux dans ton swing, mais parce que tu les as mieux abordés et que tu avais installé le mode survie, enfin activé le mode survie, bah en fait là les coups, bah, tu les as sortis parce que quand tu joues Black Nine de Wentworth sous pression ou que tu dois jouer en playoff, bah là, peu importe comment il est, le club, hein, ce qu'il faut, c'est que le coup il sorte. Donc, enfin, il faut que la balle elle reste en jeu et que ça sorte, quoi. Donc, c'est trouver ces solutions dans les plus hauts moments dans les plus hauts moments de tension. Tu Ouais, peux nous ouais, bah raconter d'ailleurs c'est ce playoff? bon, le playoff, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On met tous les deux un bon drive. Ah, Euh, je parlais plus, c'était la première fois que tu étais en playoff sur un tournoi, oui, c'est ça. C'était la première fois que j'étais en playoff, mais Et tu l'abordes comment, justement, sur ce playoff? T'as envie de le défoncer en face? Tu lui dis, tu restes concentré au contraire que sur toi, tu regardes à peine ce qu'il fait, t'es quoi? non, alors ce qui a été franchement bien sur cette dernière partie que je partage avec Noren et Aton, c'est que les deux ont été franchement très ouverts et très portés sur la discussion. On a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé Live avec Aton, j'ai beaucoup parlé Ryder Cup avec Noren. Et au final, franchement, c'était vraiment une partie vraiment hyper sympa à jouer avec les deux. C'est ce qui m'a aussi un peu aidé à me détendre un peu, puisqu'au début, forcément, tu as un peu de tension. Tu es en dernière partie de Wadsworth, tu te tapes Noren Hatton, c'est quand même pas évident à Tu te dis gérer. pas, ça va pas être super fun. Tu dis, le drive du 1, honnêtement, je l'ai jeté en l'air, hein. Je me suis pas appliqué sur celui-là, tu vois.
Mais voilà, après, ils ont été super sympas. Franchement, Noren a été adorable, même sur le retour, parce que par un moment au 15 où je mets dans la capuche du spectateur, où je dois un peu bouger tout le monde, prendre un drop, je lui demande gentiment s'il peut jouer avant moi. Il fait pas de souci, t'inquiète pas, j'y vais, quoi. Alors qu'on est au 15 pour jouer pour la gagne du plus gros tournoi de l'année, tu vois. Et quand on arrive en playoff, c'est un peu la suite de la partie. On se check au départ et voilà. Après, il a eu un peu plus de réussite que moi sur le lie, sur le chip, parce que moi j'ai un lie horrible et je peux pas faire franchement mieux. Et je lui ouvre une porte, voilà, et lui il s'y est mis dedans. Et donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce playoff, quoi. Ok. T'as l'air d'avoir un lie gras, un peu balle, un peu basse dans un lie gras, pendant que lui, il est sur une touffe, quoi. Alors lui, il est plutôt bien laillé. Je ne dirais pas touffe, mais en Ouais, pas fait, moi, sur en une fait, j'ai touffe, une mais en tout cas touffe. sur de l'herbe plate. Ouais, et moi, en fait, j'ai une touffe énorme devant la balle et je suis obligé de faire un peu un punch parce que ce qui est marrant, c'est qu'on s'en rend pas vraiment compte, mais la partie gauche du green est un peu en contrebas. Et en fait, je suis là, je peux pas non plus la jouer un peu Brésil, quoi. Je suis un peu obligé de la pincer pour être sûr qu'elle passe low quand même, pour pas faire le chip de la honte comme on en parlait, tu vois. Et voilà, elle sort un peu plus forte, mais je peux pas. Si j'avais fait 4, il aurait fallu que je rentre, quoi qu'il arrive, un long putt. J'aurais pas pu mettre ce chip donné. Et donc, à ce moment-là, je lui ouvre une porte. Et lui, on connaît son niveau de chipping qui est assez exceptionnel. C'était du velours pour lui, quoi. Ok, Ok. mon bidou, bah écoute, on est allé encore un peu plus. On t'a pris encore un petit peu plus de temps que prévu. Ça va faire un épisode fabuleux. Déjà, nous, pour le réécouter. Toi, tu pourras le réécouter. Tu vas voir que tu as dire plein de trucs intéressants pour une fois. Et ah non, 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 pas pour une fois, c'est pas ce que je voulais dire. Non, Bien. toujours intéressant parce que ouais, je te conseille de le réécouter. Tu as dit plein de trucs très très bien. Donc c'est bien aussi de se réapprendre des choses à soi-même de temps en temps, même si on te voit bien déterminé et bien conscient de tout ce que tu fais. Mais en tout cas, ça va être un super épisode aussi pour tous nos auditeurs. Je vais me permettre de remercier Golf Planet pour son aide. Donc, média 100% digital et 100% gratuit. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou télécharger l'application pour ne rien rater, surtout des performances d'Adrien Salier sur le PGA Tour 2026. Et même si Adrien Sadier n'a pas les clubs Callaway et Odyssey, j'aimerais quand même les remercier d'être présents depuis le début de cette aventure. Bien évidemment, allez retrouver l'intégralité des gammes sur le site internet de Callaway Odyssey et dans vos magasins favoris. Et en parlant de vos magasins favoris, un grand merci à Wally Club Maker pour son aide et son soutien dans l'ensemble de nos projets, enfin de notre projet et de mes projets. Donc merci à eux, merci à toute l'équipe parce que c'est un gros boulot de faire des montages, des Photoshop pour Adrien pour qu'il ait les abdos et les biceps aussi gros. Ce que vous voyez ne sont pas des vrais biceps sur la vidéo. Donc mais voilà, en tout cas, un grand merci à eux. Et puis un grand merci à toi, Bidou. Ça me fait très plaisir de passer ce temps avec toi et puis avec les tontons. Donc merci aussi aux tontons. Et puis, je te laisse, Seb, finaliser. Et peut-être Bidou, peut-être si tu veux dire un petit mot pour un Bah ouais, petit mot de peut-être la fin. le petit mot de la fin Bah, pour Bidou quand même. je voulais remercier le fromage Entremont pour ma raclette de ce soir. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé viande et fromage, mais on a une pensée émue rien qu'en disant ces deux mots. Euh, Voilà. Écoute, merci beaucoup à toi, Adrien, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, les gars. Merci bien évidemment à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a plu d'entendre Adrien raconter son histoire et ses perspectives. Vous pouvez bien évidemment nous noter, partager l'épisode avec vos amis. Et nous contacter voilà, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous contacter sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, sauf TikTok, on est trop vieux pour ça. Et, et nous envoyer un petit mail lestonsgolfeurs@gmail.com et nous trouver partout, donc les tontons golfeurs. Salut les gars, merci encore pour tout, Adrien. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode des tontons golfeurs. Salut les gars! Salut, Loulou.
Salut tout le monde. Ciao.